Bonjour à tous et bienvenue. Vidéo plaisir, aujourd'hui Beautiful Game devrais-je dire, avec un point sur les qualifications à la Coupe du Monde en Amérique du Sud, en Asie et en Océanie pour ce qui a été probablement le barrage des pires nations footballistiques au monde. Mais avant d'aborder les Tonga, les Samoa et autres, on va parler de l'Amérique du Sud parce que comme vous le savez, avec l'élargissement de la prochaine Coupe du Monde, de plus en plus de nations qualifiées, la zone CONMEBOL a été plus que gâtée parce que je rappelle qu'il y a 10 équipes et que les 6 premières iront directement mondiales, et le 7e jouera un barrage. Donc il y a quasiment 70% des équipes de la CONMEBOL qui seront aux États-Unis, donc évidemment on attend tous les favoris, mais comme vous l'avez vu, c'est plus serré que prévu, c'est-à-dire que le Brésil notamment enchaîne les défaites. Alors il y a une énorme crise, je n'ai pas vu les matchs, donc je ne pourrais pas vous parler exactement ce qui s'est passé. Le seul point c'est que au pays, alors c'est une crise absolue, la pression est de plus en plus grande, que ce soit sur les joueurs, sur la fédération, enfin c'est une chienlit pas possible parce que le Brésil est incapable aujourd'hui notamment de marquer, défensivement il y a aussi des soucis, mais vous vous rendez compte qu'ils n'ont marqué que 9 buts en 8 matchs depuis le début de ces éliminatoires là, donc là il y a une énorme remise en question, mais c'est surtout la panique générale parce qu'il faut des résultats à court terme. Le Brésil étant complètement largué, comme vous pouvez le voir sur le classement. L'Argentine, même s'il y a eu défaite face à la Colombie, une Colombie finaliste de la dernière Copa, déjà face à l'Argentine, qui trouve une véritable régularité. C'était un peu le problème des Colombiens, ils étaient capables de poser des problèmes à tout le monde et de perdre des points très bêtement. Là, avec une équipe peut-être plus besogneuse, avec un Rames qui est quand même revenu aussi à un certain niveau, il a marqué d'ailleurs sur penalty face à l'Argentine, et la Colombie trône le haut du classement avec une Uruguay qui vient de faire 2 matchs nuls, dont la dernière de Luis Suarez, vous l'avez peut-être vu à domicile au Centenario de Montevideo face au Paraguay, une dernière peut-être assez triste, où il n'a pas marqué, il a failli pour le coup, où Bielsa a dit que bon c'était son choix, mais vivement il aurait bien aimé le garder un peu plus. Bielsa avait déjà dit que lors de la dernière Copa América, Suarez peut-être aurait mérité davantage de minutes, il avait apporté un certain danger. D'ailleurs l'Uruguay qui termine 3ème, c'est notamment grâce à lui qui va égaliser pour arracher la prolongation lors du match pour la 3ème place. Et on rappelle que l'Uruguay, avec ce qui s'était passé lors de la dernière Copa, plusieurs joueurs sont suspendus plusieurs matchs, notamment Nunes, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de numéro 9. Pendant des années, il y avait Cavani Suarez, et en numéro 3, il y avait Stuani, qui était quand même un super buteur aussi. Et là, il n'y a plus Cavani, il n'y a plus Stuani. Donc on a mis Oliveira, parce que pour le 2e match qui était au Venezuela, Suarez donc, avait pris sa retraite internationale à un moment très particulier pour son pays, etc. Quel hommage pour le coup. Alors je pense que Bielsa aurait bien aimé le garder jusqu'à la fin de la suspension au moins de Darwin Núñez. Donc on va voir, en tout cas c'était Oliveira qui jouait MLS, ça n'a pas été non plus trop probant. Je rappelle que d'ailleurs au Venezuela, Rondon a marqué un but qui avait été refusé pour hors-jeu. Finalement l'Uruguay va faire un 0-0 diminué, mais qui reste un peu dans l'eau du classement. Et puis surtout ce qu'il y a noté, c'est la double victoire de la Bolivie. Alors vous allez me dire à domicile qu'ils en mettent 4 face au Venezuela. D'accord, parce qu'à domicile, vous savez l'altitude et de ça. Mais qu'ils aillent gagner au Chili, et en plus, alors que le gardien bolivien se pète le tendon d'Achille, ce qui fait un scandale, parce qu'en fait, vous avez l'attaquant chilien, je crois que c'est Vargas, je dis pas de bêtises, qui prend la balle et qui va marquer dans le but vite, alors qu'il y a de la grave blessure du gardien, donc ça fait problème. Et la Bolivie va quand même s'imposer 2-1 au Chili, un Chili en décrépitude avec le Pérou. Regardez le classement, Pérou qui n'a toujours pas gagné un match, et le Chili qui est avant-dernier, donc c'était évidemment très serré, et ça pose beaucoup de questions, parce qu'on imaginait peut-être certaines équipes avant la Bolivie haute, mais là, voilà, ces 2 victoires-là relancent complètement les Boliviens, et pourquoi pas une participation pour le prochain mondial. Zone Asie désormais, où c'est toujours, il y a tellement de nations, qu'en fait il y a eu un premier tour de qualification, et là en fait il y a le 2e tour, c'est-à-dire le tour principal, c'est même le 3e je crois ils l'appellent, et en fait les 2 premiers de chaque groupe, il y en a 3, se qualifient directement pour le prochain mondial, et les autres iront dans un 4e tour qualificatif avec des barrages et tout. On commence le premier groupe qui est très relevé avec l'Iran, donc qui a assuré 1-0-1-0, mais c'est des petites victoires, on annonçait que l'effectif allait être rajeuni, etc., que nenni, il y a plein de problèmes. Déjà le stade Azadi, qui est le stade de l'équipe nationale, qui avant était le plus grand stade du monde, quasiment moins d'Asie, 90 000 places, il est en telle décrépitude, c'est une véritable honte, que ce soit la pelouse, les gradins, etc. Alors on ne sait pas où passe l'argent, on peut se poser des questions. Ça gronde, ça fait que l'équipe nationale n'a pas pu jouer dans cette immense arène. Finalement, ils ont joué ailleurs. Petite victoire face au Kyrgyzstan 1-0. Petite victoire aux Émirats 1-0. En Iran, ça scandait le départ de l'entraîneur. Enfin, il y a un autre problème, il y a la fédération. Enfin, il y a un climat très malsain actuellement dans cette équipe iranienne et autour de cette équipe iranienne et du football iranien. C'est bien dommage. Malgré ça, ils font quand même le boulot, mais ils se contentent du strict minimum. L'Ouzbékistan, allez, on l'annonce. Et c'est pas pour faire plaisir aux copains Lotfi Wada. L'Ouzbékistan, s'ils y vont pas cette fois, va falloir arrêter. L'Ouzbékistan, en fait, c'est une équipe qui joue bien, mais qui, dès qu'il y a un match à gagner, ils le perdent. Là, finalement, peut-être enfin, ils ont eu un mal de chien à gagner au Kyrgyzstan, finalement, ils l'ont fait. Ils avaient gagné à domicile face à la Corée du Nord, sachant qu'aller gagner en Ouzbékistan, c'est quasiment impossible d'aller s'imposer à Tashkent, il y a une ambiance de fou. Là, ils ont très bien commencé, il n'y a plus d'excuses. L'Ouzbékistan, c'est une des nations qui s'est énormément améliorée en zone Asie, donc normalement, ils devraient passer.
Derrière, on a quoi? On a les Émirats Arabes Unis qui sont allés gagner au Qatar avec pas mal de naturalisés. Et la Corée du Nord qui a tenu en échec le Qatar, qui commence très mal, hein, un point en 2 journées comme vous l'avez vu. Et ce qui est marrant, c'est que la Corée du Nord a joué son match finalement au Laos sous des trompes d'eau et avec un but magnifique, a réussi à égaliser. Groupe B désormais où c'est très serré. Alors là, pareil, l'Irak n'a pas d'excuses. Vous allez me dire, oui, ça fait très longtemps. L'Irak, alors on n'a pris qu'un point au Koweït. Dans ce derby, on a envie de dire très spécial, où le stade était plus que rempli. Sachant que l'Irak, ils ont joué à domicile, le premier match face à Bassora, la Venise du Moyen-Orient à l'époque, la grande ville pétrolière du Sud, enfin bref. Plus de 60 000 personnes, ambiance de fou. Et Ayman Hussein. Ayman Hussein, c'est un numéro 9 un peu à l'ancienne. C'est un mec qui n'avait pas marqué beaucoup, il a même été dans le Maghreb, en Tunisie, etc. Il n'avait pas marqué quasiment. Depuis 3 ans, c'est n'importe quoi. Avec l'équipe d'Irak, Ayman Hussein, c'est un match, un but. Il met des reprises de volée, des têtes, pied gauche, pied droit. Vous comprenez pas. À la dernière Coupe d'Asie, il marchait sur l'eau. Et là, il arrive, allez, merci, bonne nuit, je marque. Donc, l'Irak n'a pas d'excuses, très solide, il y a des joueurs de ballon et tout. Alors, ils ont joué à 10 quasiment tout le match face au Koweït, c'est pour ça qu'ils ne sont pas imposés. Et malgré ça, ils ont eu des opportunités. Donc, ils ont 4 points, comme la Jordanie qui montre sa régularité après son excellente Coupe d'Asie, vous avez terminé finaliste. La Corée du Sud, c'est vraiment qu'un pour le moment. Un petit mot quand même pour la Palestine qui va faire un nul. En Corée du Sud, c'est un résultat exceptionnel avant de s'incliner dans le derby également face à la Jordanie 3-1, sachant que le match se déroulait à Kuala Lumpur. Et puis on a Oman qui tente tout, qui n'a pas perdu de temps que ça. Donc voilà, groupe encore très ouvert, mais je le répète, l'Irak doit passer. Autrement, les Lions de la Mésopotamie auront fait un gros échec. Groupe C désormais, et là, pareil, on veut du changement de coach. En Arabie Saoudite, je peux vous dire que Roberto Mancini, il a très chaud aux fesses. Depuis son arrivée, c'est très compliqué. Match nul, très pénible à domicile face à l'Indonésie. Alors une Indonésie qui fait appel à de la diaspora, des binations, ce que vous voulez. Mais enfin, c'est quand même indigne. Et surtout, la Chine venait de se faire gifler par les samouraïs bleus, le Japon 7-0. Qui ensuite a mis une fessée au Bahreïn 5-0. C'est-à-dire que le Japon, tu te demandes comment ils ont pu faire quart de finaliste et aussi mal jouer en Coupe d'Asie, d'être aussi suffisant presque sur le terrain, alors qu'en qualification, ils se baladent. Il y a le Japon et les autres. Et donc, la Chine qui prend 7-0 reçoit l'Arabie Saoudite. Il a fallu attendre les arrêts de jeu pour avoir une victoire saoudienne 2-1, alors que normalement l'Arabie Saoudite dans les phases de qualification est quand même largement au-dessus. Donc énorme souci, ça grogne, et heureusement qu'il y a eu la victoire parce que les gens sont très mécontents du jeu en Arabie, donc on va voir ce qui va se passer. Sinon dans ce groupe, que dire? Un seul petit point pour l'Australie qui s'était incliné à domicile face au Bahreïn, qui après a pris une gifle évidemment face au Japon. Donc on va voir parce que l'Australie est pour le moment décevante et ça va jouer, c'est quand même un groupe très serré parce que le Japon on imagine qu'ils vont y aller. Qui de l'Arabie Saoudite ou l'Australie normalement terminera deuxième et puis évidemment ensuite sera serré avec une Indonésie, on le voit, bien plus accrocheuse qu'avant, notamment à travers sa diaspora. Et enfin comme je vous le disais, on va terminer sur la zone de l'Océanie avec ces petites nations là qui jouent en fait le barrage du barrage, c'est-à-dire qu'il y avait 4 équipes pour une seule place pour aller dans le tour principal de cette zone qualification océanique. C'est comme la zone CONCACAF, c'est peut-être les pires nations et encore ce côté très sauvage, ce côté très beautiful game. Pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs le livre est toujours disponible. On l'a même réimprimé vu le succès, je vous en remercie. Il a 4 ans, foot, guerre et politique. Ça donne un peu cette envie-là et donc ça se jouait au Samoa, c'était en 2 matchs. Donc il y avait les îles Cook, les Tonga, les Samoa américaines et les Samoa. Et il y avait une seule place. Rendez-vous compte, la Coupe du Monde s'est terminée au bout d'un match pour certains. Et malheureusement ça a été le cas pour les îles Cook qui sont inclinés 3-1 face au Tonga. Le Tonga où d'ailleurs il y a une histoire exceptionnelle parce qu'il y a un joueur d'origine justement des Tonga qui a tout vendu avec sa femme, etc. et ses enfants pour aller jouer les qualifs à la Coupe du Monde pour son pays d'origine. C'est absolument incroyable comme histoire. Il raconte ça sur les réseaux sociaux. Donc c'était imposé 3-1. En demi-finale, il y avait le derby des Samoa et retour nos Samoa américaines du fameux Niki Salapu, le gardien de bientôt 44 ans, celui-là même qui avait pris, vous savez, tous ses buts face à l'Australie, c'était 31 si je ne dis pas de bêtises. Et il revient comme chaque qualification Coupe du Monde, c'est exceptionnel. Alors là, ils ont une nouvelle génération. Il y a quelques années, c'était un petit peu mieux. Ils avaient obtenu un peu de diaspora, notamment qui étudie aux États-Unis et tout. Là, non, c'est revenu que des locaux. Ils sont inclinés malheureusement le derby 2-0. Et donc, il y avait cette finale qui se déroulait à Apia, la capitale, je ne dis pas de bêtises, des Samoa. Et c'est finalement les Samoa qui se sont imposés 2-1 face aux Tonga. Alors, après prolongation, les Tonga risquent de rager. Pourquoi? Parce qu'ils avaient presque le match en main. Et les Samoa, quand on regarde l'effectif, c'est les seuls de cette zone-là, on va dire, de ces toutes petites nations, qui font appel à de la diaspora, des joueurs nés en Australie, qui sont partis étudier en Europe, etc., mais de grands-parents des Samoa. Donc ça leur donne un effectif peut-être satisfaisant. Ils ont même le fils de Tim Cahill, je l'avais dit d'ailleurs, qui joue au Qatar. Donc bref, c'est une équipe plus internationalisée, qui a plus de moyens, qui s'impose et qui sort logiquement. Mais c'est quand même triste de voir que pour ces 3 équipes-là, l'aventure 2026, elle a fait un match ou 2 seulement et que c'est déjà terminé. Mais c'est toutes ces histoires-là, ce beautiful game qu'on aime tant et qui mérite bien sûr d'être visité. Bref, j'espère que ça vous a plu. Équipe de Faith.